malembete kimia bomoko dignité. Sur le beat guitare, cœur qui résiste, même dans la tempête, le Congo persiste. Frontières sous pression, nuit sans sommeil, mais le peuple avance et les yeux vers le soleil. Des cris dans l'est, on les porte dans la voix, pas pour la haine mais pour défendre le droit. Quand le sol tremble, on reste ensemble, un seul pays, un seul ensemble. On ne répond pas par la rage, non, non, mais par la force de la loi. Oh. Quand la paix appelle, on répond présent, calme mais ferme, on avance maintenant. Oh. Debout, debout, Congo sur debout, main en l'air pour la paix. Debout, debout, Congo sur debout, souverain digné. Congo, Makasi, Kimia, Ekoya, unité toujours. Ah. Félix parle, le pays écoute, rassembler les cœurs, voilà la route. Leadership calme, vision claire, protéger la vie, penser à demain, frère. Pas de balles dans nos paroles, nos mots construisent, ils consolent. La résistance, c'est dire non à la peur, oui à la paix, oui à l'honneur. Maman Congo pleure encore, mais elle danse, elle espère fort. Même blessée, le pays brille, dans la nuit la foi scintille. Congo nyonso malembete, pomoko nyonso malembete. Debout, debout, Congo nyonso debout, main en l'air pour la paix. Debout, debout, Congo nyonso debout, souverain digné. Debout, debout, Congo nyonso debout, main en l'air pour la paix. Bonjour, ou bonsoir à tous et à toutes. Permettez-moi de stopper cette musique, de poser cette musique qui de toute façon réchauffe nos cœurs. Mais comme nous avons dépassé le temps prévu, je me permets d'arrêter cette musique et je vous salue. Je vous donne la bienvenue dans notre émission de ce soir. Ce soir, on est le 5 mai 2026 et on a organisé une émission que je dirais un peu spéciale parce que là, on va parler d'un livre. On va parler d'un livre. C'est la continuité, ça rentre dans la continuité de notre programme, le programme du Festival du Livre. Vous vous souvenez, ça fait à peu près 3 ans qu'on a créé ce programme. C'est un programme dans lequel on présente les livres écrits par les Rwandais sur le Rwanda. Et ce soir, on va parler d'une personnalité qui fait l'actualité, qui fait l'actualité. Et là, il s'agit de Madame Mushikiwa Wabo, Louise. Et celle-ci, aujourd'hui, occupe le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Depuis 2018, elle se prépare et s'apprête à briguer le troisième mandat. Et justement, le monde parle d'elle beaucoup ou bien moins, ça dépend. Il y a quelques pays où elle a fait beaucoup de nouvelles ou bien d'actualités où on parlait d'elle parce qu'après 6 ans au poste de secrétaire de l'OIF, bien sûr, elle est connue. Par contre, il y a une face de sa vie qui n'est pas connue ou qui est cachée. Et ce soir,
on va revenir sur cela. Je suis pas seul ce soir, je suis avec Jean-Jacques Bosco qui va nous aider à travers cette émission où on va parcourir le témoignage écrit dans le livre de Louise Mushikiwabo et c'est à partir justement de la lecture entre les lignes que nous allons comprendre, que nous allons pouvoir répondre à la question qui est posée, qui est vraiment Louise Mushikiwabo, qui brigue le troisième mandat à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Sans toutefois tarder, je vais inviter mon collègue Jean-Jacques Bosco de prendre son micro et de saluer nos téléspectateurs. Jean-Jacques Bosco, comment allez-vous? Ben, Chaste, bonsoir. Sinon, je pense que c'est le soir. Bonsoir. Bonsoir également donc à nos auditeurs. Et je vais très bien, merci, ici, donc, dans le ciel du Canada, précisément à Vancouver. Je vais très bien, merci. Et toi? Et moi aussi, je vais très bien. Et là, il fait beau, il fait beau. Oh, déjà, on commence à savourer la chaleur solaire et ça fait du bien parce qu'on voit, c'est à ce moment-ci exactement où on voit les sourires de partout sur les visages des gens et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, Alors, d'accord. Donc, le printemps a commencé chez vous, c'est hein? ça, exactement, exactement. Du coup, Jean-Jacques Bosco, je vous ai invité ce soir parce qu'on va parler du livre écrit par Mushikiwabo Abo, Louise. Et ça, c'est à travers ce livre que nous allons découvrir et nous allons partager au monde entier, nous allons partager au monde entier la personnalité ou bien l'identité de Madame Louise Mushikiwabo. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ce soir? Oui, merci Chaste, merci donc d'avoir amorcé sur le fait que nous sommes dans la continuité de ce que nous avons commencé comme festival du livre sur le Rwanda et bah, le reste vous l'avez déjà étayé. Alors donc quand j'écrivais mon livre il y a de cela 6 ans, mon livre donc s'intitule donc personne ne sait ce qui s'est passé au Rwanda dans le génocide de 1994. Donc, l'espoir et le leurre de ce qui s'est passé là-bas. Et alors, je faisais ce que nous appelons la littérature donc préliminaire. Alors, en lisant plus ou moins 60 livres, je suis tombé sur un livre. Donc, bien sûr, je lisais les livres écrits par les Rwandais sur le Rwanda ou par d'autres personnes d'ailleurs sur le Rwanda parce que je voulais vraiment écrire un livre bien étayé, sans émotion, sans état d'âme sur le Rwanda. Alors, il fallait que je fasse tout un contour de ce qui a été dit sur le Rwanda pour ne pas faire soit du plagiat ou d'une redondance ou surtout pour ne pas me tromper sur certains faits. Alors, c'est comme ça que je suis tombé sur le livre de Madame Louise Mushikiwabo. Et donc, alors, j'ai eu quand même, c'est en anglais, j'ai eu la curiosité de le lire, mais je suis tombé sur donc certaines révélations que je vais partager avec tes auditeurs, nos auditeurs et le peuple rwandais et d'autres qui nous suivent ou qui nous suivront donc dans le futur. Alors, le livre s'intitule Rwanda means the universe, a native's memoir of blood and bloodlines. Ce que cela veut dire en principe, c'est que Louise Mushikiwabo a écrit ce livre en collaboration dans certains Jack Kramer, parce qu'elle a écrit ce livre quand elle était aux États-Unis, où elle a fait ses études de deuxième cycle et allant sur le troisième cycle que nous appelons maîtrise.
Et Alors là, je vais me permettre de vous stopper un tout petit peu. C'est pas juste d'accord, pour couper la parole. C'est vous justement pouvez pour... m'interrompre à tout moment, pas de Oui, problème. voilà, voilà. C'est juste D'accord. pour partager la parole. Là, Mhm. vous nous informez que Madame Mushikiwabo a fait ses études de deuxième cycle aux États-Unis. Ce D'accord, qui veut dire qu'elle a fait le premier cycle au Rwanda. On est d'accord? tout à fait. Alors, Par donc, contre, on sait bien qu'au Rwanda, il y a la version ou bien le narratif qui dit que les Tutsis n'étudiaient pas au Rwanda ou bien n'avaient pas accès à l'éducation au Rwanda. Comment cela se fait que Mushikiwabo a pu être à l'université au Rwanda? Qu'en pensez-vous? ah, d'accord. Donc, c'est pas ce que je pense. Je pense que c'est ce qui est écrit ici. Donc, et quand on lit la biographie de l'auteur, autrement dit, la vie de l'auteur, elle dit ceci. Elle dit que, donc, Louise, je traduis donc, hein, Louise Mushikiwabo est née et a grandi à Kigali et elle a été éduquée à l'Université nationale du Rwanda avant de faire ses études universitaires de deuxième cycle à l'Université de Delaware aux États-Unis, bien sûr. Après donc, elle est immigrée là-bas en 1986. Ceci dit avant 1986, et ça, je le sais très bien. Et elle a fait donc ça, son baccalauréat dans la littérature, je pense, anglaise à l'université d'Onyakinama à Ruwengeri. Et également, je pense que c'est là aussi elle a fini sa licence en littérature anglaise parce que quand j'étais professeur à Rambouillet au Rwanda, et j'étais avec les gens qui, donc les certains professeurs qui furent donc ses collègues, sinon de classe. Alors, de fait et de droit, elle a étudié au Rwanda, certainement à l'école primaire, dans la zone de Kigali, du côté d'Okabuye, ça c'est la commune d'Odikoro, d'Odikomero, quelque part là-bas. Et enfin, je pense qu'elle a fait aussi ses études secondaires au lycée de Kigali avant de descendre sur l'université du Rwanda, campus de Ruwengeri. Il est possible que je me sois trompé sur l'endroit où elle a fait ses études secondaires que je viens de nommer, le lycée de Kigali. D'autres peuvent Je, toujours me je crois corriger. que c'est au lycée d'Onyundo plutôt. Ah, d'accord, au Bon, lycée de Nîmes. j'ai entendu dire, hein, je suis pas sûr, mais les gens qui suivent cette émission pourront nous corriger ou bien nous compléter. Mais je crois que c'est l'un des deux lycées, soit le lycée d'Onyundo, D'accord. lycée Notre-Dame d'Afrique d'Onyundo, ou bien lycée Notre-Dame de Notre-Dame Sito de à Cité Kigali. de Kigali. Autant Voilà. pour nous deux, OK. autant pour nous. Oui, oui, OK, vous pouvez continuer. D'accord. Alors, donc, pour conclure, et donc, l'histoire, donc, le narratif, comme tu viens de le dire, l'histoire qui se répète dans le siège de Kigali en disant que les Tutsis n'étudiaient pas à l'époque, je dirais que c'est archi faux. Alors, tu peux continuer, tu peux donc enjamber sur le deuxième D'accord, volet d'accord. de Effectivement, notre rôle, c'est juste d'informer, informer sans déformer. C'est justement donner la vérité aux gens, surtout essayer de combattre la manipulation utilisée par les gens au pouvoir à Kigali, le régime du Front patriotique rwandais qui utilisent le mensonge et la manipulation pour essayer d'arriver à ses fins. Du coup, vous nous dites que Madame Chihuahua était aux États-Unis et c'est à ce moment-là que et la guerre a éclaté au Rwanda. Il y a eu l'attaque du 1er octobre 1990. C'est-à-dire que Mushikiwabo n'était pas au Rwanda. Alors, donc, partant de ce livre, c'est juste partant des faits et qui sont donc relatés ici. Et elle était aux États-Unis dans les années 80. C'est parce que donc, et elle dit que avant d'arriver aux États-Unis en 86, pour dire qu'elle aurait fini sa licence légèrement peut-être en 86, en juin comme de coutume pour clôturer l'année scolaire ou l'année universitaire au Rwanda. Donc, certainement que
comme la guerre donc lancée par le FPR le 1er octobre 90, et elle n'était pas sur place et n'était pas à Kigali au Rwanda. Affirmatif. Affirmatif. Ok, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'elle parle dans son livre, j'ai lu l'introduction. Dans l'introduction, elle nous parle justement de sa vie, de ce qui s'est passé. Bien sûr, et ne manque pas l'opportunité pour véhiculer le mensonge, parce qu'il dit que les événements, ou bien la guerre, ou bien le conflit qui a éclaté au Rwanda avait été méticuleusement organisé par le régime, orchestré et par l'État. Et après, elle parle justement des tueries, des massacres. Et avant de parler de son frère Lando, Lando Ndasingwa, Ndasingwa. Ndasingwa, qui est bien connu dans la sphère politique rwandaise. Alors, je vous passe la parole. Faites-nous traverser ce livre, cet ouvrage, et faites-nous vivre en fait ce qu'elle nous relate, que nous allons bien sûr décrypter. D'accord, merci beaucoup. Mais j'ai le regret peut-être de présenter Mushikiwabo et son livre ici sur notre chaîne donc de radio-télévision. Je n'avais pas vraiment envie de faire sa publicité. Cependant, je dois le faire d'abord à ma qualité de la personne qui fait la promotion des livres écrits sur le Rwanda et par les Rwandais, même si elle est outil, je le dis et je le déclare. Je dois le faire malheureusement, mais c'est contre mon gré. Alors, très rapidement, si vous voulez que je vous fasse entrer donc dans le vif de ce livre, Madame Mushikiwabo donc a et bien sûr relaté sa naissance au Rwanda, mais elle a beaucoup insisté beaucoup plus sur les ethnies Hutu et Tutsi. Et je suis en train d'imaginer que dans ce livre, je pense qu'elle a écrit Hutu Tutsi presque le mot est là-bas 1001 fois, pour le dire plusieurs fois. Alors, si on lui posait la question de savoir s'il existe des ethnies au Rwanda, certainement, et donc elle allait dire ou elle dirait que non, alors que dans ce livre, c'est noir sur blanc qu'il y a des ethnies Hutu et Tutsi au Rwanda. Est-ce que tu me suis? Est-ce que notre audience nous suit? Oui, 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 Alors, tout le monde ceci dit suit. pour On dire suit. que, donc, toujours, les gens ne revisitent pas leur histoire, leurs écrits, pour donc se retrouver dans une contradiction flagrante, hein. Ça, c'est la première donc remarque que j'ai et j'aimerais partager avec nos auditeurs. Et alors, dedans, dans le livre, beaucoup plus, hein, et elle insiste et elle martèle que donc il y a les bénis Tutsi et les maudits Hutus. Ça, je n'ai pas du tout Ça, apprécié. c'est très grave, Jean-Jacques. Jean-Jacques, j'espère que, bon, bien, j'ai confiance en toi, mais il faut que Ouais. les gens comprennent, surtout ceux qui, il y a, parce que là, on parle d'une personnalité politique. C'est une dame qui a occupé même pas mal de postes dans le gouvernement au Rwanda. Depuis 2008, on sait bien elle fut ministre de l'Information avant de passer aux affaires étrangères et avant de passer justement à l'Organisation internationale de la francophonie. Et là, Jean-Jacques, vous nous apprenez que, en fait, cette dame qui aujourd'hui prêche qu'il n'y a pas d'ethnie au Rwanda, elle parlait 1001 fois, même plus, de Hutu, de Tutsi et de toi. Et après, Bon, en tant que ethnie donc distincte, hein. exactement, et ethnie distincte, qui veut dire que, en fait, qui n'ont pas de relation, qui n'ont pas de relation quelconque. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et là, vous ajoutez qu'il dit que les Hutus sont maudits et les Tutsis sont bénis. Est-ce que ça, Oui, et quelque c'est part, aberrant? en lisant dans ce livre, c'est comme il est dit que pratiquement, si j'essaie donc de Paraphraser? paraphraser, Oui. que les Hutus sont de nature sale, alors que les Tutsis sont élégants et propres. Là, j'ai pas beaucoup aimé. Alors, comment est-ce que j'ai catégorisé
ce livre, quand vous voyez les Rwandais qui écrivent des livres, il y a deux catégories. Deux Oui. catégories, pardon, si je me permets le terme. Certains brandissent leur propre ethnie. Si le livre est écrit par un Hutu, il va dire que les Hutus ont fait des miracles et des merveilles, alors que les Tutsis ont fait le contraire. Alors, si c'est écrit par un Tutsi ou une Tutsi, ça va être aussi dans la même merde. Et alors, Mais Jean-Jacques, nous, arrêtons-nous là. non, 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 je n'ai Vous pas êtes encore fini. Hutu, vous êtes Je suis. Hutu et vous avez écrit un livre, mais je n'ai vu Non, non, qu'un non, passage. non, non, Chaste, Oui, t'as oui, pas suivi, hein. Je suis en train de catégoriser. Certains oui, dans le d'accord. Rwandais, notamment Oui, les Hutus et les Tutsis, vont à l'extrême. ouais. D'autres écrivent des livres donc et avec donc bon sens, avec un recul, avec objectivement. Ok. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Alors, le livre de Louise Mushikiwabo s'écrit dans la catégorie des livres des extrémistes rwandais de deux bords. Dans ce cas-ci, c'est donc écrit par une extrémiste Tutsi. Du coup, on peut dire que justement, Louise Mushikiwabo est une extrémiste Partant de ce livre Oui. vis-à-vis des ethnies au Rwanda et surtout donc à l'endroit des Hutus, elle a vraiment écrit des passages que je trouve trop ethnistes, sinon trop donc communautaristes, pour dire que les Tutsis, donc les ethnies au Rwanda sont des communautés. Si nous partons donc de ce que nous appelons la définition anthropologique donc des ethnies, à savoir et la même donc la seule langue la seule occupation géographique d'une région et également la seule culture. Alors qu'au Rwanda, les Tutsis et les Hutus, des fois, partagent, ou bien donc, de facto, partagent les mêmes cultures, à l'exception de certaines nuances. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Mais du coup, on voit très bien la position de Mushikiwabo. Et justement, ce qui commence à répondre à la question posée, qui est-elle vraiment? Qui est-elle vraiment? Parce qu'une personne, normalement, la personne qui devrait être aux affaires, au secrétariat de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est quelqu'un qui devrait être normalement quelqu'un qui rassemble les gens. Mais tu vois même qu'en considérant même le peuple rwandais, il les divise déjà et il les catégorise d'ailleurs en maudits et bénis. Mais d'après mes recherches, Jean-Jacques, Oui. oui, j'ai vu que en fait, il y a beaucoup de gens qui croient que Mushikiwabo serait une Hutu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, est-ce que vous en savez quelque chose? Parce que moi, d'après mes recherches, on dit que Mushikiwabo n'est pas Hutu de sang. Ah, d'accord. Donc, tu es en train de nous dire que être, ethniquement, être Hutu veut dire que tu es issu donc de deux parents Hutus. Et ou peut-être tu es ici donc parce que au Rwanda, nous y allons par ce que nous appelons donc le patriarcat pour dire que donc l'ethnie appartient donc au géniteur mâle pour dire homme. Voilà. C'est ça? Mais Ah, c'est ça. exactement, au Rwanda, d'après Ouais, notre culture ou bien notre société, ouais, notre société veut que en fait, l'enfant appartienne au groupe de son papa. C'est-à-dire au que du si, père, ouais, oui, oui, nous sommes le patriarcat, et différemment aux autres peuples comme les Juifs, par exemple. Chez les Juifs, ouais. l'enfant porte le groupe de la maman. Alors qu'au Rwanda, si le papa est Hutu, Même l'enfant devient aussi Hutu, pour ouais. même si la maman est Tutsi, et vice-versa. Donc, du coup, moi, d'après mes recherches, on montre bien que Mushikiwabo, bien qu'il soit éduqué ou élevé dans une famille communément connue comme Tutsi, mais que son papa serait Hutu. Est-ce que vous en savez quelque chose? Disons que, partant de ce que vous venez de dire, hein, et je me réfère à ce livre, elle, donc c'est l'auteur, en la personne de Louise Mushikiwabo, écrit qu'elle est née
en 1961 au Rwanda. Oui, Alors, mais quelque part, elle fait la narrative que son père serait mort quand il était au bas âge, peut-être donc, et conçu. Mais quand dans le passé, j'ai suivi une émission dont l'ancien ministre rwandais Faustin Twagiramungu, qui a fait oui. ses études au collège Saint-André, dans la même classe que Landwald Ndasingwa. Là, vous parlez du frère, du grand frère de Louise Mushikiwabo. Tout à fait. Et Faustin Twagiramungu lui disait que comme donc Kabuye ou donc Landward Ndasingwa n'était pas non loin du collège Saint-André pendant les vacances ou pendant les week-ends ou pendant les détentes pour dire les petites sorties. Et Monsieur Faustin Twagiramungu partait avec Lando chez lui à Kaouye, autrement dit, donc dans leur maison mère, domicile de Mushikiwabo. Et c'est Faustin Twagiramungu qui disait que non, Landward Ndasingwa avait d'autres frères. Et pour Faustin Twagiramungu, il disait que selon ce que le frère Landward Ndasingwa lui avait dit, c'est que donc la personne que nous sommes en train de citer, Louise Mushikiwabo, était sa demi-sœur, pour dire que quand le papa était mort avant les années 61, il y avait une autre personne qui était dans les coulisses autour de la maison, qui était Hutu et qui s'occupait donc de la veuve qui aurait mis au monde Louise Mushikiwabo. Donc, tu vois, je suis en train de donner deux sources. Oui. D'abord, la naissance qui a été relatée par l'auteur en Dans son personne, livre. et Oui. également le témoignage de Faustin Twagiramungu qui existe sur les archives de là où il aurait fait cette émission. Est-ce que j'ai répondu à la question où j'ai été évasif? Vous avez répondu correctement et continuons. Et justement, cela, psychologiquement, ça peut révéler autre chose qui se cache en fait. Mushikiwabo qui aurait peut-être, qui serait d'origine Hutu, mais qui peut-être est frustré de s'appeler Hutu ou bien d'appartenir à ce groupe socio-politique, je dirais socio-politique ou socio-culturel, et dont elle n'est pas fière, alors elle s'engage à écrire un livre, un bouquet, où elle va justement maudire son propre groupe. Psychologiquement, c'est révérend. Bah, tu es en train de demander à ce que je fasse un commentaire Ah ou oui, c'est juste... ça, exactement. Alors, donc, partant pratiquement de mes recherches, analyses et études, et des gens ont tendance à manifester ce que nous appelons donc des comportements suivant les complexes donc dans certains types de personnalités, soit pour se montrer plus donc ils ne le sont. Et alors, cette tendance, on va le voir, surtout avec les conflits au Rwanda. Et c'est pour cela que, par exemple, toi, tu aimes toujours le dire, Monsieur Robert Kajuga, que nous connaissons tous, qu'il est Tutsi sans mélange de sang, celui qui était le champion donc, dans les théories qui ont eu lieu en 94. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort à ce point? Vous avez raison, vous avez raison. Vous pouvez Alors, donc, continuer. Oui. ouais, ceci s'extrapole aux autres personnes qui ont des complexes quelconques, et soit ça peut être un complexe donc de taille, Oui. et par exemple, quelqu'un va dire, écoutez, ça peut être un complexe de pauvreté, ça peut être un complexe de non-appartenance. Alors, ces gens donc se révèlent, s'ils ne se montrent donc beaucoup plus vulnérables que les autres. Je vais donner par exemple l'exemple de certains militaires généraux au Rwanda, quand ils ont une physionomie qui ne ressemblait pas à la physionomie Tutsi,
alors ces derniers s'acharnent à tuer le plus de personnes, le plus de gens pour montrer que il milite pour la cause des Tutsis. Donc c'est comme ça que je peux schématiser ma réponse à l'endroit de la personne dont nous sommes en train de parler et également des complexes, sinon du complexe en général et en particulier, donc déjà en ce qui concerne le conflit rwandais, le conflit au Rwanda entre les ethnies Hutus, Toi et Tutsi. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Et puis, dans son livre, à la fin de l'introduction, justement, D'accord? D'accord, c'est ça le livre, c'est ça? Ouais. oui, c'est ça, c'est ça. Mais je n'en fais pas la promotion, je m'excuse, hein. Bah, Non, c'est bah pas oui, je accident. sais, je sais, mais étant intellectuel que tu es, ton niveau d'éducation oblige. Si on veut parler de ce qu'on a lu, non pas pour en faire une Et publicité. puis également en partant de ceci, hein, Oui, sur la couverture, la page de garde que nous appelons quatrième. Ouais, hardcover, ouais, c'est donc la couverture donc, qui couvre le livre pour que le livre s'achète cher, hein. ouais, En bas, et là aussi illustré donc une photo du parti PL de l'époque et la première personne qui apparaît, c'est Landward Nsingwa. La oui, deuxième personne, c'est Justin Mogenzi. La troisième, c'est Tamabiariro Agnès. Et je oui. pense que la quatrième personne doit être un autre membre du parti PL que je n'arrive pas. Oh non, non, ça doit être donc Bonamé Stanislas, je pense, les quatre, ouais. Oui. C'était les grands ténors, les grands leaders du parti PL, et c'est ici en bas de la couverture, c'est ça. Donc, c'était encore une fois pour montrer, voilà mon frère, c'est ça, mais c'est son frère. Oui, c'est ça, c'est son Ouais, frère de ouais, c'est toute son façon. frère, C'est son mais frère. c'est ça, ouais. Est-ce que dans son livre, elle parle de la mort de son frère? Ouais, donc, et elle en parle, mais toujours en disant que Landwe Ndasingwa a été tué par les tueurs, hein. Je dis bien les tueurs qui étaient donc du parti gouvernemental euh, à l'époque, du gouvernement qui était dirigé par le feu président Juvenal Abiyarimana, général-major, et ben, communément appelé Intera Amouin. Et voilà, c'est ce qu'elle dit là-bas. Justement, Mais elle insinue beaucoup plus hein, que, oui, bah, comme nous connaissons que les Inter à moins, ce sont donc ces brigands voyous qui se sont affolés pour tuer et les Hutus et les Tutsis et d'autres personnes, même étrangères à l'époque. Mais elle est donc insinue que c'est pratiquement le gouvernement en place, comme dire que c'était les membres du gouvernement donc en place. j'espère bien que, Les membres physiques, ouais, c'est ça. oui, bon, d'après ce qu'on a appris plus tard, parce il a écrit cet ouvrage bien avant, je vais dire bien avant, Ouais. qu'on sache exactement comment son frère a été tué. Et vous, je En sais que vous, principe, oui, ça ne devrait pas être du tout un secret, car un certain lieutenant Abdul Rozibiza oui, a écrit noir sur blanc dans son livre que Landward Ndasingwa, là où, et parce que c'était un homme d'affaires prominent, donc prominent à Kigali, influent, et qui avait beaucoup de succès, et qui était aussi politicien donc de très haut niveau, qui était secrétaire, si je ne m'abuse pas, du parti PL. Et il était aussi pressenti, non, il était d'abord ministre du Travail, et quand les événements ont tué le génocide, et il allait aussi être reconduit, et si ma mémoire est bonne. Donc, Rosibiza a écrit que donc, Landwar de Nassingwa a été tué par les membres du FPR qui étaient logés au CND, au Conseil national de développement, et c'est écrit dans le livre.
et j'en garde la copie ici sur moi. Voilà. Justement, et là, on parle justement de ces 70 600 militaires dont la mission à la base était supposée être de protéger ou bien de servir de protection. Attends. Quand il dit soi-disant, c'est pour dire quoi? Parce C'est que c'est c'est rien. parce qu'à la base, ils Oh, étaient ah, supposés d'accord. être. Ça pouvait être plus, hein? Ah, ok, Ah j'ai oui, compris. oui, d'après ce que nous savons aujourd'hui, d'après des recherches, Ok, des témoignages des gens qui d'accord. étaient sur place et qui ont eu accès à l'information, on sait bien qu'à la base, il devait être 600. Mais en 1994, ils avaient dépassé les 3000. Les trois Ah, mille. d'accord. Donc, du coup, il n'était plus 600. Et ceux-là, même qui ont tué et beaucoup de gens, qui avaient ciblé les gens, plusieurs familles, justement, dans la localité. Et dans les localités environnantes de la zone du CND, et c'est eux-mêmes qui auraient tué Ndasingwa Landouar. Est-ce que vous pensez que Louise Mushikiwabo est au courant? Bah, tu sais, hein, c'est une dame, comme nous venons de le dire, d'abord bien éduquée. C'est une dame qui a donc une filière diplomatique également donc bien étoffée. Et elle a été d'abord aux États-Unis en tant que donc résidente. Elle est rentrée au Rwanda. Elle a occupé donc plusieurs fonctions ministérielles, à savoir ministre de l'Information, ministre des Affaires étrangères. Elle a côtoyé les gens du FPR, le gouvernement en place, et même c'est le même gouvernement et qui l'a aidé et à obtenir, sinon donc à être à l'Organisation internationale de la francophonie. Je pense qu'elle sait ça, elle connaît ça, elle est au courant mieux que quiconque. Ça, je pourrais dire qu'elle est au courant plus que nous ne le pensons. Merci Jean-Jacques. Alors, continuons un tout petit peu. Dans le titre même de l'ouvrage est Yeah? très révélateur, est très révélateur. Là, on parle de Rwanda, en fait, en anglais, c'est Rwanda means the universe, a native's memoir of blood and the bloodiness. En français, si on tente la traduction, on va dire le Rwanda signifie l'univers, mémoire des natifs sur le sang et les lignées. Bon. Et là, pour un non-Rwandais, quelqu'un qui n'est pas du Rwanda et qui connaît moins l'histoire du Rwanda et peut-être l'idéologie du genre du régime, ou bien même l'idéologie de l'ancien parti UNAR, il ne comprendra pas grand-chose en fait. Il ne comprendra pas grand-chose parce que le Rwanda signifie l'univers. Pour moi, ça rime avec ce qu'on appelle Rwanda. Ouais. Rwanda, ça veut dire, cette théorie, cette idéologie, comme quoi le Rwanda il n'a pas de limite en fait, que le Rwanda n'a pas de limite. Et Mushikiwabo ici nous dit que le Rwanda, c'est l'univers. Est-ce que vous ne voyez pas exactement la révélation de ce qu'elle pense en fait? Enfin, et pour chercher, sinon pour tenter une réponse à votre questionnement, à votre question, à ta question, elle dit Rwanda signifie l'univers, et puis elle, donc l'histoire d'une autochtone et de sang, et également des lignes de sang. Et ben, quand j'ai lu le livre, ben, l'auteur, donc la personne qui a écrit cet ouvrage, peut elle-même nous donner ce qu'elle voulait dire, parce que c'est la seule personne qui est vraiment dans sa tête ou en sa tête ce qu'elle voulait partager avec le monde. C'est pour dire que quand nous grandissions au Rwanda, tout le monde, bah, nos enseignants nous disaient que le Rwanda veut dire quelque chose qui s'étend.
Kwanda, comme tu viens de le dire, pour dire donc s'étendre. En anglais, to expand. To Mais alors, expand, c'est ça, ouais, oui. quand j'ai essayé de lire, c'est pour dire que elle voulait centrer que le Rwanda, pratiquement, ça doit dominer le tout. Et elle a aussi expliqué comment ça s'est étendu en, tu vois, les Hutus. Et quelque part, elle dit que donc les Hutus en 94 ont tué les Tutsis à cause donc de la jalousie, parce que ces derniers étaient beaux, étaient intelligents, étaient riches. Et il donnait à l'instar de son frère. Donc, si j'essaie de schématiser, c'est ça qu'elle voulait brandir pour dire que donc et le Rwanda s'est formé sous le sang, hein, tu vois, donc les leaders ou les Bami ou tout qu'on appelait Abahinza, et en passant par donc la dominance, et que donc ça peut s'étendre sur n'importe où. Voilà. Justement, et là, surprenant, très surprenant, c'est que on voit une dame qui sort du traumatisme ou bien de la dépression causée par les troubles, les massacres, et les tueries ou bien la mort des siens, hein, et qui se vante quand même, que voilà, qui se vante de son origine, de son prétendu, son origine. Et après, il dit que justement, et il le dit sans passer de côté, il dit que le Rwanda doit dominer. Et au lendemain, on la voit justement en train de dominer plus de 50 pays. Bon, voyez tous les pays de la francophonie. Est-ce qu'elle n'avait pas raison? Bon, en principe, chaste, hein, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à se vanter de son ethnie et également donc des mérites de son ethnie. Moi, je me vante et je suis fier d'être Hutu sans mélange. J'en suis extrêmement fier. Le problème, c'est que je pourrais utiliser donc les mérites, sinon mon ethnicité Hutu, pour brimer les autres, pour dénigrer les autres, pour vilipender les autres. Ça, ce serait un tort. Alors, la personne et que nous sommes en train dont nous sommes en train de parler, qui est citée ici, elle, elle utilise ses soi-disant origines, parce que tout à l'heure, on révélait que ça peut ne pas être vrai, pour Exactement. dénigrer les Hutus, très précisément dans son livre. Et il y a d'autres Hutus qui le font également sur les Tutsis. Et je profite de l'occasion pour les dissuader, sinon donc leur dire que c'est un tort inutile, qui est mal placé. Mais alors, le fait qu'elle arrive à l'Organisation internationale de la francophonie et maintenant qu'elle est en train donc de briguer un autre mandat, moi, je pense que sera donc résulte de ce que nous appelons l'aveuglement du monde international. Alors, donc, quand vous voyez des leaders qui brillent dans plusieurs organisations donc internationales, et soit c'est à travers la mafia et la machination de les vendre, et parce que, j'ose le dire et je le souligne maintenant, à Radio-Canada, ici au Canada, là où je suis, une madame a consacré une émission sur Mushikiwabo avec la gouvernance de la De francophonie la francophonie, oui. pour montrer combien il était une dictatrice, pour montrer combien et elle faisait limoger, sinon donc limoger c'est chasser, elle faisait donc limoger les gens et qu'également elle n'était pas une bonne collaboratrice. Encore, je le répète, la madame a fait une émission sur Radio-Canada, c'est donc archive à l'appui, donc si nous parlons d'elle, c'est juste que la madame a fait cette émission, mais ça n'a fait que donc, quoi, ça n'a fait que être donc lettre morte, les gens n'ont pas suivi. Ben, je Mais dirais que également, moi je suis canadien, à l'époque, nous avions une candidate qui venait de briguer donc un mandat à l'Organisation internationale de la francophonie, mais notre premier ministre à l'époque, Justin Trudeau, a dû vendre notre voix canadienne
en faveur de Mushikiwabo pour donc de la phagocytation, sinon la machination politique. Est-ce que tu as compris? J'ai compris. Oui, j'ai compris très Alors, bien. non Et puis, seulement ça, non seulement ça, quand moi je parle avec donc des gens venant d'Afrique de l'Ouest, ils oui. sont bleus à propos donc des personnalités également du Rwanda. Ils vous disent que le Rwanda c'est un petit paradis. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, Et d'une part, on va dire que peut-être qu'on ne sait pas exprimer assez, ou bien que l'OFPR, en utilisant pas mal de stratégies, et a pu gagner les cœurs, a pu gagner les cœurs. Moi aussi, je rencontre pas mal d'Africains, surtout de l'Afrique et de l'Ouest, oui, qui croient qui me disent que vraiment le Rwanda est un petit paradis. Et j'ai du mal justement à expliquer parce que on voit que ils ont pris que ça, ils ont appris que ça et ils croient que le contraire n'est pas possible. Donc du oui, coup, moi je le dis ici, hein, oui, donc le monde est dirigé par les moins intelligents, les honnête, moins moins honnêtes honnête. et les moins illuminés, je le répète encore une fois, par ce que cela, ce sont des gens que nous appelons donc la mafia internationale. Est-ce que j'ai bien expliqué? Vous avez Alors, bien expliqué. mais je Alors, dois aussi maintenant, ajouter, justement, c'est pour vous dire que notre ouais, émission va toucher sa fin. Justement, je vous laisse le temps de continuer, mais pour conclure, sachant qu'on ouais, on va ouais, résumer. on va conclure bientôt et c'est ce Oui, que nous avions voulu. Si au besoin les gens le souhaitent, on pourrait y revenir en profondeur. oui. Mais ce que je voulais dire, que Louise Mushikiwabo, en tant que rwandaise, bah, Tutsi ou moitié Tutsi d'origine rwandaise, soit à la francophonie, à l'OIF, ça ne me dérange pas du tout. Mais quelle est une immoralité redoutable, ça c'est pour cela que je le dis. Justement, justement. Et Voilà. c'est ça, justement, Parce que c'est le fait qu'elle soit d'origine rwandaise et qu'elle soit là-bas, ça devrait être ma fierté. Mais voyant ce qu'elle a écrit, je pense que si c'est ce qu'elle fait là-bas, elle est en train de ruiner le monde entier. moi, je connais, j'ai reçu un témoignage d'une personne qui l'a rencontré en personne. Et Mushikiwabo, d'après ce qu'elle dit, et d'après ce que la personne, mon témoin a dit, ce que Mushikiwabo, elle est caractérisée par ce genre de discrimination. La personne qui va regarder, qui va te regarder dans les yeux et qui peut te dire umwana wacu pour dire que justement il croit que vous êtes de la même ethnie ou bien du même groupe socio-culturel. Et ça, c'est une chose que les gens devraient comprendre. Et on a eu aussi beaucoup d'informations au sein de la francophonie, des changements qu'elle a effectués au sein de la francophonie, comment elle a, elle Est-ce a que ce sont des changements positifs ou ce sont des chambardements? des chambardements. Il a licencié les gens injustement et de façon arbitraire. Et en tout cas, c'est une personne que personne ne devrait recommander. Alors, notre émission va toucher à sa fin, mais on ne va pas partir quand même sans lire les commentaires ou bien les apports et les contributions de nos téléspectateurs qui n'ont pas raté justement pour nous apporter leur ressenti. Et en commençant par Javan qui nous dit bonjour chers amis, merci pour l'émission en français. J'espère que nos frères et sœurs de la sous-région et d'ailleurs vont vous suivre. Merci, Javan. Vous avez tout à fait raison. Chasteté. Louise Mouchikiwa a fait ses études secondaires de lettres au lycée Notre-Dame d'Afrique d'Onyundo. Merci. En voici un qui nous a complété, justement, comme nous le demandions tout à l'heure. Il y a Palonzo Rakata, des fois ces noms sont compliqués, Jean-Jacques. Ouais. Lui, il dit bonsoir à tous et bonsoir Chaste Gamoundé. J'avais dit après sa licence, et là il y parle encore de Louise Mushikiwabo.
Après sa licence, Anya Kinama, elle est plutôt allée enseigner l'anglais au lycée de Kigali, une école purement scientifique, section maths, physique et biochimie, Unicoma. Donc, du coup, là, elle a enseigné la langue, je crois, parce qu'elle était Autrement dit, bilingue. après même avoir fini ses études universitaires, elle a été donc embauchée par le gouvernement et n'était pas du tout discriminée. On Ah, point. justement, il n'était pas discriminé. Et cela, il faut que les gens comprennent. Il n'y avait pas de tel genre de discrimination. Peut-être qu'il y avait peut-être... Alors, donc, que certaines personnes d'origine ou d'ethnie Tutsi utilisent donc euh, leur machination pour dire que le Rwanda de l'époque discriminait, je pense que ce sont des mensonges écrits. C'est donc c'est de la malhonnêteté. de la malhonnêteté et surtout. Et il y a une personne qui nous apporte grand-chose quand même. Il dit, c'est Mushikiwabo qui avait inspiré les accords de M23, de 23 mars. En fait, là, 23 mars, vous savez, c'est l'origine du M23. Signé entre Kabila et la RCD. Je crois que c'était RCD Goba. Il y a été qui est à la base à la création du M23. Là, ça reste à vérifier, mais en tout cas, notre téléspectateur Peut-être cette personne est en train de précipiter la pensée. Comme étant membre du gouvernement rwandais, de fait et de droit, oui. et, et donc elle est partie prenante. Mais dire que c'est elle, ce serait peut-être exagéré un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que en fait notre cher ami voulait justement dire, rappeler le temps où Mushikiwabo siégeait au sein du gouvernement rwandais et que ces accords ont eu lieu et connaissant le rôle qu'a joué le Rwanda dans ce genre de chambardement de la région, je crois que notre ami veut parler de ça. Je dirais pas que c'est Mushikiwabo en personne, en tant que personne qui aurait fait ça, mais en tant que représentante du Rwanda, ça peut avoir du sens. Non, non, je pense que c'est un apport quand même considérable. Merci, hein. Merci, merci beaucoup en tout cas. Il y a aussi Yuhi Wakata Numutunzi, GGB, JJB. Nous vous suivons avec aux antennes de Volcan Kalisimbi. Merci beaucoup. Et puis il y a Mokpalunzo Lokata, ceux qui ne s'assument pas sont généralement plus extrémistes que ceux qui sont identifiables immédiatement et qui s'assument. Merci beaucoup. Il y a Brigitte Tuishime. Brigitte Tuishime, que nous saluons beaucoup. Java Wamungu, un grand bonjour, ça fait longtemps. Oui, ils se sont salués. Et puis Brigitte a dit, Java, cette Tutsi quasi ne répond pas aux normes du FPR. Alors que les Tutsis étaient défavorisés, Mushikiwabo avait fait preuve du contraire. Elle a eu tout. Elle a eu tout. Même son frère Lando, il était favorisé aussi, même si on sait bien qu'il était Tutsi. C'est quelqu'un qui a fait ses études et puis il a été un homme d'affaires. Son hôtel, l'hôtel chez Lando est très bien connu. Est aujourd'hui là au Rwanda, personne ne l'a touché. Et alors, comment dire que quelqu'un était défavorisé alors qu'il avait aussi la chance ou bien il avait l'opportunité? Je ne vais même pas dire que c'est la chance parce que c'est son droit en tant que citoyen. Il avait tous ses droits de le faire. Mais donc, du coup, il a construit son hôtel et les gens, ils allaient sur... Reste, oui, vas-y. bon, n'allons pas très loin. Oui. Nous sommes nés au Rwanda, nous avons grandi au Rwanda, nous avons travaillé au Rwanda et nous comprenons toute la dynamique socio-politico-économique qui prévalait au Rwanda avant la guerre de 1994. Nous pouvons dénombrer Oui. plus de 1000 Tutsis qui étaient dans les fonctions administratives avec des positions clés. Et pour ne pas dire que, euh, donc, le monde des affaires leur appartenait presque à part entière. À part Alors, entière. que les gens nous phagocytent donc de la malhonnêteté intellectuelle pour vendre leur cerveau et à l'endroit donc du ventre, je m'inscris en faux.
Merci beaucoup, Jean-Jacques. Alors, le temps presse. Alors, il nous reste quelques 2 ou 3 minutes. Alors, je vais vous laisser un peu de temps pour nous annoncer ce que vous nous réservez dans le programme du Festival du Livre. J'apprends que votre livre va sortir bientôt. C'est Ah, vrai? d'accord, merci beaucoup. Dans le cheminement donc, du Festival des livres sur le Rwanda, bien sûr, et j'ai écrit le livre que j'ai déjà mentionné, mais ça va sortir dans un proche avenir, d'un mois, en Kinyarwanda. Donc, Ntawuzi ibyabereye mu Rwanda. Cette fois-ci, le sous-titre, ça va s'appeler Otobis Yimudende. C'est en train donc de sortir. Oui. Et ceux qui veulent même l'acheter anticipativement peuvent te contacter donc dans les coulisses. Comme tu le sais, j'ai parlé donc à mes proches, surtout que les gens m'avaient beaucoup toujours prié, sinon avaient insisté à ce que je le fasse en Kinyarwanda parce que j'ai vendu beaucoup de copies. Même ceux qui ne pouvaient pas le lire en anglais ont essayé de faire la traduction. Alors, bientôt, le livre vous arrive sur, donc, au seuil de vos maisons et également dans vos boîtes. Alors, partant de ça aussi, je dois renouveler notre engagement chaste Oui. et avec donc donc bon, attends, les gens qui écrivent des livres, comment on les appelle encore? J'ai oublié, je vis en anglophonie. Oui, les gens qui? Les gens qui écrivent Les des livres. écrivains. Les Les écrivains. écrivains, merci beaucoup. J'évolue en anglais, ça fait maintenant 27 ans. J'oublie mon français, donc mon français est en train de rouiller. Alors, à cela, nous leur disons que nous pensons toujours à eux, que bientôt, donc, on va encore revenir. Surtout, j'appelle Pierre Claver Senga qui ne nous a pas contacté pour ce livre, Entre beaux livres, qui est sorti longtemps, longtemps, dans les années de très longtemps. Il y a de cela, je pense, 20 ans. Il y a aussi le livre de Sébatoire André, donc Dissensieux Kiganduga, très important le sujet. Il y a également Amate Kayangi, Mokanyiko Sylvie, on va faire les promotions. Cette madame doit nous chercher, ça s'appelle Marie-Béatrice Omutezi Fouir, ou Mourir au Zaïre, très important. Inhera Hamwe du FPR de Kambanda. Nous avons 3 livres ici, nouvellement sortis, de Augustin Ndira Batouare. L'un d'eux, ça s'appelle The Last Prisoner of Arusha. Je pense qu'il y a, dans quelques 7 mois qu'on a annoncé le livre de Mathieu Nguirumpatse, c'est sa chaste. Nous avons Célestin Tsengiuva, notre donc écrivain. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y a aussi pour donc être, comment appelle-t-on, conciliant, Evelyne Mokasonga. Elle était à Moudende, je pense qu'elle a été donc, elle est rescapée de Moudende, il faut le souligner. Béatrice Bichamompaka. Je vois ici Ndereyehe, son livre, que les gens donc contactent ces derniers pour acheter. Célestin Sengiuvana a écrit beaucoup. Judy River, nous l'avons également. Nous avons donc Emerance Kaijuka ici. Nous avons Mukamu Yema Immaculata, la survivante. Nous avons donc Ndahayo Eugène. Il est possible, Marie Fidèle Mukandekezi. Et je vois donc Fortunatus Rodakemwa Chaste. Oui, Donc, je vous très écoute. Oui, je vous rapidement, suis. tu peux me rappeler parce que je ne peux pas Oui. fier tout à la mémoire. Est-ce que tu te Oui. souviendrais d'autres auteurs? Non, 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 non. D'autres écrivains que je viens donc de mettre par accident ou par omission? Justement, on ne peut pas être exhaustif, mais on peut parler par exemple de Alice Nsabimana qui a écrit Résilience, crise des Grands Lacs, témoignage d'une fratrie rwandaise après l'attentat du 6 avril 1994. C'est un livre que vous pouvez aussi lire sur Amazon en utilisant le format, le format. Et Rugomboka, Rugomboka. Oui, Oui, d'accord. il y a Rugomboka, Jean Damascène sur avec son livre. Il y a Emmanuel Neretse, ils ont tué la Emmanuel République rwandaise. Neretse, le grand écrivain là. Hein? Oui, oui. Ils ont tué la République rwandaise. Non, Histoire non, de ils ont Moto. Ah, tué la République rwandaise. Un c'est livre ça, très voilà, voilà. intéressant.
Bon, oui, en Kinyarwanda, chaque fois, moi, je fais la promotion du livre que je prends pour Bible, la Bible que tout Rwandais au moins devrait avoir. Et là, c'est du père Fortunatus Rudakemwa Amateka Rwanda entre 1957 et 1962. Et là, c'est un bon livre qui va vous aider à comprendre les événements Alors, qui ont secoué le pays pendant la transition de la féodalité à la République. Chaste, il y a aussi Entre les quatre murs, hein, je l'ai lu et je pense que je le garde chez moi ici, donc dans mon répertoire, de Madame Ingabire Umuhoza. Merci beaucoup Jean-Jacques. On ne peut pas être exhaustif. Donc du coup, notre émission touche sa fin. Je vais remercier grandement tous ceux qui nous ont suivis et je vous demande encore une fois de faire l'abonnement, de vous abonner et de partager cette émission. Et comme vous le savez, là, nous sommes dans la continuité de notre programme du Festival du Livre écrit sur le Rwanda. On a commencé par les Rwandais qui ont écrit sur le Rwanda. On a fait aussi ceux qui ont écrit de l'étranger, les étrangers qui ont écrit sur le Rwanda. Et nous encourageons aussi les Rwandais, nous encourageons les Rwandais à écrire, à parler, à sortir leur histoire, à raconter leur histoire. S'ils ne le font pas, quelqu'un d'autre le fera. Et celui-ci, je vous rassure, il ne le fera pas de la bonne manière. Alors, Jean-Jacques Bosco, une minute pour clôturer. Alors, donc, merci Chaste pour, encore une fois, avoir eu le temps de me convier à cette émission. Merci également aux auditeurs. Ce que je dirais, c'est que j'encourage les Rwandais, surtout de tous bords, bien sûr, traumatisés par les événements qui datent même de très longtemps de l'esclavagisme, donc, dans la féodalité jusqu'à nos jours et qu'ils puissent écrire leurs histoires. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai écrit, je me suis senti et guéri. Donc, écrire, c'est une thérapie. C'est pas pour chercher de l'argent. Et en même temps, quand on est guéri, quand on se sent donc bien dans son peau, on progresse dans la vie. C'était ça le message de clôture. Et sur ce, je te remercie et bonne nuit de l'autre côté. Merci beaucoup, Jean-Jacques Bosco. Je remercie Avec aussi plaisir. nos téléspectateurs et surtout nos ambassadeurs Gustave Bahembera et puis Linon qui nous ont aidés aussi et qui ont été à côté. Et puis aussi tous les téléspectateurs. Et nous vous disons à très bientôt. Bonne soirée et ciao, ciao.